Merci Annalisa. Oui, alors je vais essayer d'être rapide. On va peut-être remettre la photo du colloque avec d'ailleurs notre comité scientifique que j'ai oublié de remercier, Javier Fernandez Contreras, Ima Forino, Aurélien Fouillet, Marion Trousselard, et puis Annalisa Viatinavon et Charlotte Poupon, bien sûr. Alors, cette intervention qui effectivement s'intitule un jour sans fin, l'espace et le temps d'une école en confinement, est tirée tout simplement d'une expérience qu'on a menée à Camando, à l'école Camando. Bon, donc pour la postérité, on reprend les choses après cette gêne occasionnée indépendante de notre volonté, une alarme incendie. Et donc, le jour sans fin, l'espace et le temps d'une école en confinement, c'est vraiment l'idée de relater cette expérience menée à l'école Camando, à la suite de cette expérience menée en format collectif, très collectif, du 17 mars au 11 mai 2020, c'est-à-dire celle du confinement général, avec, je crois que je m'étais arrêté à cette question-là, un emploi du temps de l'école, alors l'école qu'il fallait présenter, qui se trouvait juste le 17 mars au moment des vacances scolaires. Les étudiants étaient en vacances le 16 mars, la veille. Ça tombait lors d'une semaine de vacances. Nos étudiants étaient donc en plein cœur de leur second semestre d'études. L'école Camando est une école d'architecture intérieure et de design. C'est une école qui tourne autour du projet d'espace et d'objets. C'est une école qui forme en 5 ans des concepteurs et donc qui a une pédagogie qui est beaucoup basée sur la pédagogie du projet et par le projet, comme dans les écoles d'architecture. Et puis avec tout autour, tout un tas de disciplines que sont celles de la représentation, des sciences humaines, comme on peut les trouver dans les écoles de design en général et les écoles d'architecture en particulier. Et donc le 17 mars 2020, il a fallu transformer l'école en une semaine. Je regarde Charlotte Poupon et je parle sous son contrôle puisqu'elle était alors aux manettes de la pédagogie de l'école. Il a fallu transformer l'école réelle en école virtuelle en une semaine. Ce que l'on a fait, et on a effectivement enseigné pendant les mois de mars, avril et une partie du mois de mai en distanciel à travers les écrans avec un outil à l'époque qui était Zoom, peu importe, en tout cas un outil de visioconférence. Et l'école a fonctionné pendant 2 mois de manière totalement virtuelle. À la suite de cela, voyant arriver le déconfinement probable, nous avons fait le choix de lancer une enquête en interne pour faire le point, le bilan de cette expérience, sachant que du côté de l'équipe administrative, de la direction pédagogique, de la direction de l'école, on a vécu cela de manière un peu dure et en suivant les étudiants, les enseignants aussi, dans leurs confinements respectifs, et qu'on avait à la fois la volonté de faire le point sur ce qui s'était passé pendant cette période tout à fait singulière, tout à fait inédite, et en même temps peut-être de se projeter dans l'avenir à court terme, c'est-à-dire la rentrée 2020, comment penser la rentrée de septembre, et puis plus généralement, qu'est-ce que cela pouvait aussi produire en termes de positionnement de l'école, qu'est-ce qu'une école, qu'est-ce que ses étudiants, ses enseignants veulent en faire, comment se positionner vis-à-vis de l'extérieur. Alors vous dire que, là je vais vous faire une relation de cette enquête, vous lire un texte qui avait été produit le 15 mai, ou à partir du 15 mai 2020, mais que je vais laisser de côté toute la partie prospective, alors qui était quand même, il faut se souvenir, au mois de mai 2020, partout dans la presse généraliste, mais aussi dans l'esprit un peu général de tout le monde, on était dans le monde d'après, et le monde d'après allait être différent du monde d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est assez étonnant. Et donc, effectivement, on avait des questions sur, voilà, et après, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de bien, de mieux. Il y avait tout un tas de déclarations de principe que je vais laisser de côté parce qu'aujourd'hui, c'est assez dur de les lire, puisque le monde d'après était tellement différent du monde d'avant que, après le monde d'après, on sait qu'on est exactement comme le monde d'avant. Sauf
sauf cet événement du 17 mars 2020, qui s'est reproduit au cours de l'année 2020 et 2021, à différentes reprises et sous différentes formes, mais avec ici un texte que je vais vous lire et qui est assez révélateur en fait de la manière dont les gens ont pu percevoir à l'échelle de cette petite école. L'école Camondo n'a pas plus de 400 étudiants, hein. C'est une petite structure, mais qui finalement révèle, en tout cas les réponses faites au questionnaire révèlent un certain nombre de choses très intéressantes quant à l'expérience de la claustration qu'on essaie de cerner ici. Alors à l'époque, le questionnaire s'appelait Maintenant et après. Je vais vous lire le chapeau qui était donné en préalable au questionnaire. Depuis le 17 mars 2020, nous vivons en transition, nos espaces et notre temps sont transitoires, une mise entre parenthèses, un interstice extraordinaire et inhabituel. La distanciation sociale et physique, le confinement, le télétravail, les risques sanitaires, les gestes barrières sont autant d'expressions, de formules, de réalités physiques, physiologiques, psychologiques qui construisent depuis bientôt 2 mois notre quotidien. Cette expérience nouvelle, vécue et provoquée par l'urgence d'une situation impensable il y a seulement quelques mois, devrait désormais faire partie de notre ordinaire pendant un temps qui reste indéterminé. Je vous rappelle que ceci a été écrit en mai 2020. Pendant cet interstice, l'école, en tant qu'établissement de formation supérieure en design et en architecture intérieure, se doit de réfléchir au pendant, à l'après, mais encore au monde dans lequel elle s'inscrit. Le pendant, la distance nécessaire, le temps contrarié, l'espace confiné, les rapports sociaux modifiés. Et puis l'après, la réouverture de l'école, dès la rentrée de septembre, qui se fera selon des modalités particulières et inédites. Mais encore l'extérieur, appartenir à l'école, ce n'est pas ignorer l'extérieur, bien au contraire. Le rôle social, l'ouverture, l'action et le positionnement de notre école vis-à-vis de l'extérieur, justement en tant qu'école d'architecture intérieure et de design, doit être plus clair et plus affirmé que possible. Cela nous oblige dès à présent à réinventer, repenser et concevoir nos modes d'enseignement, notre rapport non seulement au temps et à l'espace, mais encore à la mobilité, au service, à la transmission, aux apprentissages, aux besoins et aux usages. Il s'agit bien là d'une question de design, de conception autour de 2 notions qui fondent l'architecture intérieure, le temps et l'espace, vécu ou pensé. Il va nous falloir être inventif et créatif. Ainsi, nous vous sollicitons, on s'adressait aux enseignants et aux étudiants, donc à toute la communauté de l'école, à travers cette enquête dont les questions restent volontairement ouvertes et assez générales pour vous permettre d'y répondre en toute liberté, avec des mots, mais aussi et pourquoi pas avec d'autres médias. C'est un appel à contribution envers la communauté Camondo, à sa force de proposition, pratique et opérationnelle, autant qu'innovante, voire fantasmagorique, en tant que représentation imaginaire et extraordinaire, à propos de ce que pourrait être une école augmentée et amplifiée. Les contributions de chacun offriront une première photographie de l'état de notre pensée pour la construire et la faire évoluer dans les semaines qui viennent. Et il s'agit prioritairement de répondre à des mesures circonstancielles pour l'année universitaire 2020-2021, les éclairer par des réflexions de plus long terme pour en augmenter le sens et la pertinence. Répondre à toutes les questions, faire le choix de ne répondre qu'à certaines, à l'écrit, mais aussi selon d'autres formats, en téléchargeant, pourquoi pas, des pièces jointes, des PDF, des JPEG ou des MP4. Alors pour tout vous dire, personne n'a téléchargé de MP4, de JPEG ou de PDF. Une école de savoir et de pensée, c'est le projet que nous développons depuis quelques années. Il nous faut désormais ensemble augmenter ou en modifier les contours. Alors je vais surtout m'intéresser là aujourd'hui à la première partie, le pendant, et qui était décomposé en 6 questions. Alors je vais en détailler que 4. Ces questions étaient volontairement les plus positives possibles, et puis elles étaient orientées de manière très claire. La première question, c'était depuis la fermeture de l'école, de votre confinement, qu'il soit positif ou négatif, inchangé, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport à l'espace? La deuxième question était depuis la fermeture de l'école et votre confinement, qu'il soit positif, négatif ou inchangé, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport au temps, au temps d'abord, à l'espace ensuite. La première question était sur le temps, la deuxième sur l'espace. Depuis la fermeture de l'école et de votre confinement, toujours qu'il soit positif, négatif ou inchangé, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport aux outils habituels de travail, de recherche et de création? Quatrième question, la distance qui nous est imposée par les circonstances génère des manques. Que vous manque-t-il? Citez-en 3 au minimum. Et puis il y avait 2 autres questions que je laisserai de côté sur la continuité pédagogique, la manière dont elle a été mise en place, quel enseignement positif tirez-vous de l'enseignement à distance, et puis la même, mais cette fois-ci avec les enseignements négatifs que l'on peut tirer de l'enseignement à distance. Pour ce qui concerne l'après-confinement, je ne vous détaillerai pas les questions, mais en gros ça demandait ou ça parlait de l'année universitaire qui s'ouvre en septembre prochain sera particulière.
et l'expérience nous prouve que ça a été le cas. Nous devrons organiser les conditions d'une distanciation physique, partager en alternance les espaces des 6 années d'enseignement. Il y a une classe préparatoire à Camondo, augmenter le sens et l'expérience d'une présence physique à l'école. Pour tous, nous devons penser une hybridation entre la présence et la distance, juste entre présence physique et à distance, et tirer le meilleur parti de chaque situation. Et puis vis-à-vis de l'extérieur, c'était la crise que nous traversons induit pour notre modèle économique, culturel et sociétal d'incontournable repositionnement des institutions, des entreprises ou des établissements d'enseignement. L'école Camondo, parce qu'elle est une association, l'école appartient au Musée des Arts Décoratifs, à l'association Les Arts Décoratifs, qui est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, a toujours dépassé son seul objet d'enseignement supérieur, notamment dans la construction du métier d'architecte d'intérieur et sa reconnaissance. Les questions d'utilité sociétale et de solidarité doivent plus que jamais prendre corps. Et donc on posait des questions autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que l'école pourrait faire et de quel thème l'école pourrait s'emparer. Alors je vais rester sur les 4 premières questions qui étaient le pendant le confinement. Ces réponses, elles ont été collectées le 15 mai 2020 et il y a eu 163 réponses collectées, ce qui est pas mal, ça fait un tiers de la communauté de l'école. 29 enseignants, toutes spécialités confondues. Alors on a des enseignants de théorie, des enseignants de SHS, des enseignants d'outils et d'expérimentation, des enseignants de représentation, mais aussi des enseignants de projets, bien entendu, projets d'architecture et de design, sachant qu'une majorité des répondants, de fait, a une profession de designer ou d'architecte, c'est-à-dire de concepteur ou de graphiste. Il y a eu 129 étudiants qui ont répondu, dont 24 de première année, 25 de deuxième année, 35 de troisième année, 29 de quatrième et quand même 16 de cinquième, sachant que les cinquièmes années, les Master 2, sont toujours un petit peu un pied dedans, un pied dehors et pressés de quitter l'école. Et là, 16 d'entre eux ont quand même répondu au questionnaire. Et enfin, il y a eu 9 membres de l'équipe administrative qui ont répondu à son questionnaire d'une manière ou d'une autre. Alors, on fait quelques remarques préalables. La synthèse qui suit a pris en compte chaque réponse, sans exclusion, considérant qu'une idée ou une remarque peuvent être intéressantes même si elles ont été exprimées qu'une seule fois. Elles sont suffisamment nombreuses, presque un tiers de la communauté Camondo a répondu, pour révéler quelque chose de nous-mêmes, nous dessiner un portrait robot de notre état d'esprit, nous faire percevoir le pouls de l'école. Je rappelle que nous sommes le 15 mai 2020. A l'inverse, l'ensemble des réponses démontre avec force que nous avons vécu la même chose, que nous avons partagé une expérience commune, bien que plus ou moins séparément, à distance, plus ou moins grande, de manière plus ou moins connectée, dans des espaces et des contextes différents, mais de manière sinon très similaire, du moins comparable. L'appartenance de tous les répondants à la communauté Camondo induit une culture commune. Pendant que la mise en place de la continuité pédagogique depuis mars dernier nous a fait partager une même expérience d'une école à distance, d'un enseignement au-delà de la présence corporelle, d'une pédagogie médiatisée et numérisée. Nous avons toutes et tous passé beaucoup de temps dans le tunnel de nos écrans, pour reprendre l'expression de l'un d'entre nous. Ceci explique que les réponses soient souvent similaires et redondantes. Ici, rien d'étonnant. Nous partageons les interrogations, les doutes, les craintes, les difficultés, parfois aussi les frustrations, voire les souffrances. Du coup, les réponses sont globalement proches, reprennent toutes plus ou moins les mêmes idées, les mêmes propos. Cette similitude n'a d'égal que les contradictions dans les propos. À l'échelle d'un même répondant, où chaque question appelait une réponse singulière, une réponse se trouve parfois en contradiction avec la réponse suivante ou précédente. Dans le même ordre d'idées, à l'échelle de l'ensemble des réponses, les propos peuvent être en totale discordance. Par exemple, les cours en distanciel, c'est bien, ou les cours en distanciel, c'est mal. Et de fait, les deux réponses sont tout aussi valables et vraies. Ces contradictions et ces paradoxes ne doivent ni nous contraindre, ni nous effrayer. Elles révèlent et confirment simplement l'inédit de la situation, son extrême complexité et son caractère anxiogène, particulièrement pour une école comme la nôtre. Nous ne sommes pas complètement outillés ni prêts pour affronter ce que le réel nous impose. Car en effet, ce que cela nous révèle, particulièrement les réponses à propos de notre rapport à l'espace et au temps depuis le 17 mars dernier, c'est un traumatisme psychologique, physiologique. Un traumatisme vécu, et bien sûr différemment en fonction des âges, des situations personnelles, mais un traumatisme qui est particulièrement bien exprimé par les étudiants, et ce, d'autant mieux qu'ils sont encore jeunes dans l'école, mais aussi jeunes par leur âge. La lecture des réponses des étudiants de premier cycle, souvent très fine et percutante, toujours franche, renvoie à une réalité sur laquelle il est parfois difficile de mettre des mots lorsqu'on est un peu plus, voire beaucoup plus avancé en âge.
A l'inverse, les conséquences à long terme sont globalement mieux perçues et comprises par le corps enseignant, certainement du seul fait de sa grande et naturelle capacité à se projeter. Au final, cette synthèse n'en est pas une, c'est plutôt l'addition des opinions, des propositions, parfois des craintes et des angoisses des répondants. Elle doit être prise comme un indicateur, parfois une liste à l'après-vert, une série d'idées ou de pistes d'amélioration ou de possibles. Elle ne pourra qu'être l'un des socles d'une réflexion commune et partagée. Je cite l'un des répondants de l'intelligence collective qui s'exerce à l'école. Alors la première question disait et demandait, depuis la fermeture de l'école, de votre confinement, qu'il soit positif ou négatif, inchangé, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport au temps? Les réponses des enseignants sont de nature différente. Soit on parle de son quotidien, de son rythme transformé dans un sens négatif ou positif par le confinement. On souligne la perte des repères habituels, le temps passe plus vite et surtout différemment. La perte du temps de déplacement est déstabilisante. Le temps est comme ramolli, une sorte de temps à la Salvador Dali. Soit on parle du rythme des cours, on met alors l'accent sur le temps de préparation avant le cours et le temps de correction et de suivi après le cours. Globalement, on passe plus de temps pour les cours, avant les cours, pendant les cours, après les cours. La principale perte, celle du face-à-face avec les étudiants, les discussions informelles, la conversation. C'est également ce que remarquent les étudiants. Mais de leur côté, le quotidien a pris une allure de jour sans fin. Si le gain de temps de transport est systématiquement souligné, surtout pour les étudiants qui habitent loin de l'école, ce temps, cette pause, ce sas de décompression, cet entre-deux, cet interstice temporel manque à beaucoup. En confinement, avant de se mettre au travail, on travaille. Le temps, il file, il passe vite, mais s'écoule lentement. Il est plus long, mais aussi plus rapide. Il est plus lent, mais plus court. Il se compresse, se condense, s'étire, se perd, s'impose, se distend. Mais presque toujours, il manque. On vit en permanence en décalage horaire, comme jet-lagué. Le temps disparaît ou se met sur pause. On perd les limites et les repères, les journées apparaissent comme un éternel recommencement, un jour sans fin. Les jours se suivent, se ressemblent sans surprise, de la chambre au salon, du salon au jardin, trop souvent de la chambre à la chambre. Les journées sont rythmées par le travail, par les repas. On devient, je cite, estomac centré. Je cite toujours, le lendemain n'existe plus. Chaque jour se répète. Les temps comme les activités se confondent. Les heures, les jours, les dates disparaissent. Les semaines sont plus longues et les jours sont plus courts. Les seuls repères fixes qui demeurent, les rendez-vous Zoom qui rythment la journée. Et il manque de temps. Tous les jours, un PDF à montrer et à monter. Dans presque toutes les matières. On travaille longtemps, sans temps, parfois, et pour certains, sans s'arrêter. Le temps de travail se confond avec le temps personnel. Le temps libre est libre, mais dans le sens d'indifférent. Il est indifférencié. Du coup, il est complexe à organiser. Il n'y a plus de coupure, pas de temps de récupération ou de distraction, de variété. Les week-ends se diluent et disparaissent. Une impression d'être toujours en retard. Seuls ceux qui réussissent à s'imposer des rythmes journaliers, des rituels quotidiens, des temps différenciés, une attention particulière à eux-mêmes, à leurs proches, à leurs ressentis, à leur physiologie ou à leur psychologie, une sorte de mindfulness, s'en sortent bien et vivent l'expérience parfois très positivement. Ils sont minoritaires, mais ils existent, ils l'ont écrit. Certains décrivent un rapport à l'extérieur parfois très anxieux, une agoraphobie très forte, la peur de sortir, du fait de la pression des informations et des médias. Certains disent ne pas être sortis de chez eux pendant 2 mois. Parfois, une seule fois par semaine. En résulte une impression de surcharge de travail. Les heures, les journées, les nuits indifférenciées passent devant l'écran, ne se comptent plus et semblent interminables. Pour certains, les jours et les nuits en arrivent à se confondre. Sans l'école et les plannings à respecter, les rendez-vous Zoom, le temps aurait complètement disparu. Seul serait resté le jour, la nuit, la météo, une sorte de rythme naturel retrouvé. C'est comme une prise de conscience que le temps est un dénombrement artificiel, un mode d'organisation inventé humain, civilisationnel, une prise de conscience de la numérisation du réel. À partir de la 3e année, les commentaires mentionnent une meilleure gestion du travail lors des séances Zoom. S'organiser, faire autre chose en attendant son passage devant l'enseignant. On se souvient en 4e d'avoir passé des heures à attendre son tour assis sur un tabouret, pendant que l'expérience démontre qu'un simple drive suffisait.
Pour certains, c'est le ratio entre heures de transport pour rejoindre l'école, parfois plus de 2 heures, et heures de cours, parfois 2 heures avec un cours qui commence en retard, qui relativise la situation. Pour tous, les sessions de Zoom sont longues, trop longues. Plusieurs parlent de leurs migraines, de leurs maux de tête, de leurs problèmes ophtalmiques. En deuxième cycle, la situation est clairement mieux perçue, mieux vécue par certains. On peut avoir le recul pour analyser la distinction entre le temps long et lent de son quotidien, de son enfermement, et le temps court et rapide, inchangé de l'école qui continue à travers l'écran, les zooms, les cours, les rendus. C'est bien leur autonomie qui est mise à l'épreuve. Pour certains, c'est le stage à temps partiel et en distanciel qui les maintient dans un rythme. Soit on n'a plus aucun temps libre, soit on en profite pour se ménager des temps à soi avec la famille, les repas, les moments communs. Tout dépend de ses propres conditions de confinement, seul, en couple, en famille, etc. Le travail a changé. Les étudiants disent passer beaucoup plus de temps à travailler la communication de leur projet et que ce qui manque le plus, ce sont les pauses sur les passerelles entre les cours. La vie partagée et qu'ils travaillent plus depuis le confinement. Mais avec ou sans confinement, je cite, quand on est à Camondo, on est enfermé pour travailler. Alors je signale que les passerelles sont tout simplement ces espaces communs, l'école Camondo, boulevard Raspail, à toutes ces circulations qui sont à l'extérieur du bâtiment, et donc les passerelles relient les escaliers extérieurs, et donc c'est sur les passerelles évidemment qu'on fume, boit un café, discute entre les cours. Deuxième question, depuis la fermeture de l'école et votre confinement, qu'il soit positif, négatif, inchangé, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport à l'espace ? Pour ce qui concerne l'espace, les conditions de confinement changent complètement la perception qu'en ont les enseignants. L'espace peut être agréable ou contraignant si l'on est dans son petit appartement parisien ou dans sa maison de campagne ou de banlieue, avec ou sans jardin. Pour certains, on apprécie son environnement immédiat pendant que d'autres se sentent comme des lions en cage. Certains exposent leur enthousiasme quant aux possibilités offertes concernant nos intérieurs, notre environnement immédiat, notre quartier, nos voisins, etc. La relation statique à l'ordinateur et à son écran, la posture physique qui en découle pose problème. Ainsi que la relation à l'espace privé des autres. On voit les étudiants et leurs proches. Quand les conditions domestiques sont réunies, le travail à la maison peut être ressenti comme positif, en dehors du côté statique, ou extrêmement contraignant lorsqu'on est à Paris avec des enfants. Les espaces qualifient normalement la personne sociale que l'on est. À la maison, on est parent ou compagne, compagnon. À l'école, on est enseignant. Au bureau, on est un professionnel. Cette différenciation a disparu ou s'est amoindrie. Un nouveau rapport se serait établi. Non plus l'espace par rapport au temps, mais l'image par rapport au temps. Tout se passe par l'image. L'espace et donc l'interaction se sont réduits à l'écran de son ordinateur. L'écran fait écran entre enseignants et étudiants. L'espace empêche le partage et donc la discussion, l'interaction immédiate et donc le langage corporel entre enseignants et étudiants qui est consubstantiel de l'acte d'enseigner. Sur l'enseignement de l'espace lui-même, l'absence de maquette est très compliquée et pénalisante pour le premier cycle. La maquette numérique n'apporte qu'une solution partielle. L'absence d'expérimentation visuelle et corporelle de l'espace pose tout autant de problèmes. Il est possible de manipuler, d'expérimenter, et cela de manière partagée avec... il est impossible de manipuler, d'expérimenter de manière partagée avec les étudiants. En dessin, il est très difficile d'apprendre à capter l'espace, à le retranscrire sans y être physiquement, sans se placer dans l'espace, percevoir la lumière, la profondeur de champ. C'est moins gênant pour l'apprentissage du dessin des objets et il est probablement également possible d'expérimenter le langage plastique à distance. Pour les étudiants, également, tout dépend des conditions de confinement qui peuvent avoir été pour le moins contrastées, de la maison familiale à la campagne au studio de 18 mètres carrés sous comble. Les premières années soulignent que la répétition des journées et des mouvements provoque un appauvrissement des réponses au projet. La réduction de l'espace à son espace domestique, l'enfermement et la privation de liberté réduisent la créativité. Ils éprouvent parfois des difficultés avec une organisation du travail à la chaîne, dans leur chambre. A l'inverse, lorsque l'espace est grand, il peut être mieux adapté qu'à l'école. Certains font aussi l'expérience de la communauté, ou comment s'approprier un espace à soi dans une communauté familiale. Il est, entre autres, parfois très compliqué de suivre un cours quand toute la famille est en visioconférence en même temps. La fusion des usages dans un seul lieu est dans tous les cas compliquée. Travailler dans sa chambre n'est pas naturel. La transition du temps et de l'espace des transports manque terriblement. Parfois, les pièces semblent se rétrécir, les murs avancent jusqu'à avoir besoin de travailler dans la baignoire, dans la cuisine, dans l'escalier de service, pour sortir de sa chambre. Beaucoup tournent en rond. L'espace de l'appartement devient anxiogène. Enfin, je cite, « Il vaut mieux être enfermé avec la bonne personne plutôt que dans le bon espace. »
Ils parlent d'un changement de leur rapport à l'extérieur. Quand les rues sont vides, on perçoit mieux les échelles. Certains redécouvrent l'extérieur, d'autres y voient une source d'angoisse. Sortir dans la rue ou au bout du champ avec des masques et des gants, certains mentionnent une perte de repères et une perte de notion même d'espace. Et donc pour cela, le rapport à l'espace est de l'anxiété à l'intérieur et du stress à l'extérieur, ou le contraire. D'autres découvrent avec intérêt la vie en dehors des grandes villes. Ou encore, ils découvrent les ambiances, les lumières, les matières, l'importance des fenêtres. Enfin, on évoque la notion d'extension de l'intérieur qui peut s'étendre jusqu'au champ voisin, la route, le village, la ville, jusqu'au balcon du voisin, jusqu'au bout du champ de vision. On constate le manque et la disparition paradoxale des frontières entre public et privé, dedans et dehors, intime et public, etc. L'aspect positif de l'expérience, c'est de voir les projets des autres s'élaborer à travers les drives. La découverte très partagée que pour certains cours, il n'y a pas besoin de l'école physique. Par exemple, le cours de représentation du projet de 3e année. Mais aussi le constat que l'espace confiné n'est pas propice au travail. Il faut se déplacer, marcher pour mettre son cerveau en marche. Le plus négatif reste rester devant son écran. L'espace se résume à l'écran, ne pas pouvoir apprécier la réalité, les échelles, les matériaux, plus généralement la matérialité des choses. Il manque la profondeur, l'horizon, les repères visuels. En même temps, beaucoup signalent la révélation de l'importance de nos espaces domestiques. En 5e année, il est possible de se trouver bien pour travailler, même s'il est question de trouver l'équilibre entre espace réel et espace virtuel. Parfois de compenser le réel par le jeu vidéo, qui génère, quoi qu'on en dise, de l'espace. À l'instar des enseignants, les étudiants diplomables soulignaient la transformation du rapport au prof. Chacun chez soi, avec un petit bout de vie privée et d'intimité en arrière-plan, en fond d'écran, jamais totalement neutre, générant une nouvelle relation, une forme de proximité et d'intimité, modifiant la figure de l'enseignant. Une réponse nous assure que la vie à deux dans 35 mètres carrés a modifié le sujet de diplôme, qui tourne désormais autour des thèmes de l'évasion et du voyage. Enfin, s'exprime une angoisse de l'avenir, de la sortie du confinement, du dehors et du déconfinement. Troisième question, depuis la fermeture de l'école et de vos confinements, qu'ils soient positifs, négatifs ou inchangés, quelle est votre analyse de votre nouveau rapport aux outils habituels de travail, de recherche et de création? Pour certains enseignants, le confinement est un vrai temps de vacances, de disponibilité d'esprit, de repos productif et créatif. Ou non? Les outils comme Zoom sont décrits comme des facilitateurs positifs et efficaces, mais aussi comme invasifs, particulièrement Zoom et ses problèmes de sécurité, surtout à l'époque. Il existe aussi un sentiment de grande dépendance vis-à-vis des outils numériques produits par les GAFA. Les étudiants ont l'habitude de faire leurs recherches sur Internet, mais ne devrait-on pas développer des bibliothèques numériques de référence? Profiter du numérique pour leur apprendre à se cultiver avec discernement. Pour certains, la dématérialisation transforme l'atelier de projet en séance de présentation du travail et non en séance de travail. L'essence même de l'atelier de projet est transformée. L'informatique n'est qu'un outil qui ne remplace pas les temps de discussion, d'échange et de questionnement. Zoom reste un outil de transmission de données et de communication et non de création. De fait, les outils de création n'ont pas changé avec le confinement, ils restent les mêmes. Il manque les calques, les crayons, les croquis, les tableaux, les tables, les maquettes, la bibliothèque, les recherches spontanées. La correction du projet sur écran est très difficile, la question des échelles n'est absolument pas résolue, comme celle de la manipulation et de l'expérimentation. Néanmoins, des maquettes sommaires ou frugales peuvent être efficaces, montrer l'essentiel. Le travail avec des PDF envoyés la veille est aussi plus performant. Il oblige les étudiants à organiser leurs pensées, à donner du sens. Il manque les liens. On a perdu la connivence, l'esprit d'équipe, les discussions, la richesse des rapports directs. L'école n'est pas qu'un lieu d'apprentissage des savoirs, c'est le lieu du langage en cohabitant. La présence est indispensable. L'enseignement est par excellence une relation sociale. Côté étudiant, on souligne que Zoom est très fatigant. La concentration est difficile. On travaille avec un seul outil et un écran en permanence. L'ordinateur devient exclusif et de plus en plus à mesure que l'on monte dans les années. Et cela même s'il constate une meilleure écoute des autres étudiants. Le manque de matériel oblige à développer des compétences en informatique. En première année, il a fallu se mettre à niveau rapidement, apprendre les outils, SketchUp, Twinmotion, etc. Pour une communication des projets adaptés aux écrans. En deuxième année, on se met en accéléré à InDesign, on dessine, on scanne, on retouche, on met en page, on PDFise et on Google Driveise. Nonobstant, on apprend à clarifier ses présentations, son propos. L'écran ne pardonne pas le flou.
La situation oblige parfois à chercher d'autres médiums, d'autres rapports, oblige à être inventif. Il a aussi fallu apprendre à faire des maquettes avec ce que l'on trouvait ou ce que l'on avait sous la main, recycler les matériaux d'emballage, récupérer, réemployer. Cela développe la créativité, apprend l'économie de moyens. Moins de maquettes, c'est aussi un gain de temps. Mais le numérique enferme et l'on perd le dessin intuitif. On perd le sens de la réalité. Certains expliquent voir tout le réel en numérique à force de vectoriser. D'un autre côté, un étudiant de 3e année voit dans le numérique le bénéfice de sortir du côté strict de la maquette propre. Le fait de pouvoir faire des maquettes de recherche moins soignées est perçu comme libérateur. Zoom donne mal à la tête et provoque des troubles de la vision. Le tout numérique est globalement mal vécu alors qu'il est perçu comme plus rapide et plus facile, mais extrêmement fatigant. Ordinateurs et téléphones sont devenus du jour au lendemain les seules fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Et ils sont envahissants. Il est difficile de communiquer sans le reste du corps. Et tous ou presque pensent qu'il faut conserver absolument les autres modes d'expression et de conception, les modes non numériques. La créativité est amoindrie, comme les capacités d'analyse, sclérosées par un manque de discussions informelles et d'échanges avec les autres, avec les profs, grâce aux musées ou aux expositions. Il manque les recherches, l'expérimentation, les travaux manuels, la bibliothèque, la prise de recul. Le travail à distance se rend inutile, abstrait, vain, sans but précis. Les cours à distance se passent bien, même si l'on attend le retour à la normale. Cela reste difficile de travailler sans enseignants à ses côtés, on manque d'échanges avec eux. L'organisation des cours et des plans de charge est compliquée par la multiplication des petits rendus chaque semaine. Mais on peut aussi gagner du temps quand sont organisées des heures de passage au sein de l'atelier, on gagne le temps de l'attente. Tous ceux qui ont vécu des ateliers de projet voient de quoi les étudiants voulaient parler. Les modalités de rendu en 3D ou en film peuvent prendre beaucoup de temps. Ces nouveaux modes de rendu provoquent évidemment du stress, auquel s'ajoute celui du mode de vie en confinement. Alors on va terminer par la 4e question, qui était celle, la distance qui nous est imposée par les circonstances génère des manques. Que vous manque-t-il? Alors c'est un collage des mots qui sont sortis des questionnaires, et chacun pouvait en citer 3 minimum. On avait fixé une espèce de plancher pour être sûr que les choses sortent. Du côté des enseignants et de l'équipe administrative, voilà les manques qui ressortaient. Tout ce qui avait été donné 2 fois a été soit fusionné, soit répété pour le plaisir de le répéter. Et puis pour tous ceux qui êtes là, de savoir que Samir est le monsieur qui assure l'accueil à Camondo, un incontournable, et David est le régisseur que tous les étudiants connaissent. Pour les enseignants et l'équipe administrative, les manques sont les suivants. Les relations sociales, la matérialité, se déplacer, les lieux culturels, les espaces publics, les amis, parfois la famille, les cafés au café, la pause café sur la passerelle, les visages, les expressions des visages, les réactions des étudiants, les échanges entre collègues, avec les étudiants, avec l'administration et avec l'équipe, les étudiants et l'équipe sur le même plateau, le sport, les librairies, la bibliothèque, les vrais livres, l'ambiance de l'école, l'atmosphère créative de l'école, l'esprit de groupe, la liberté d'agir et de se déplacer, le contact humain et physique, les croquis sur un coin de table, les gestes, les discussions, les conversations, l'école, l'improvisation, les corps, les échelles de l'espace, le temps et la coupure temporelle du transport, les embrassades, les chantiers, les artisans, les volumes qui se palpent, la reconnaissance des efforts consentis pour assurer la continuité pédagogique, du temps, des moyens pour inventer, les rencontres fortuites, Samir et David, l'ébullition des matins de rendu, les rapports sociaux et sensuels, la pluie, le vent, les voyages, la solitude. Pour les étudiants, la liste est beaucoup plus longue. L'attention des enseignants, le plaisir, l'inspiration, se balader sur les plateaux, voir le travail des autres, le contact avec les profs, l'interaction avec les profs, la discussion avec les profs, l'école, du matériel, des matériaux, la diversité des cours, la dynamique des cours, mon enseignant de projet, dessiner avec son prof, l'atelier, les recherches historiques, atelier campus, l'alcool, les découvertes, prendre un verre, les amis, les proches, les autres étudiants, les sorties, les expos, les boutiques, prendre l'air, inviter, les contacts humains. David, les loisirs, une vie structurée, les déplacements, le temps du déplacement, le rythme des déplacements, l'activité manuelle et les maquettes, les activités sportives, s'ouvrir à l'extérieur, prendre du recul, la liberté de se rencontrer, la bibliothèque, voir autre chose, les expressions du visage, les croquis, la spontanéité, les relations, les possibilités de divaguer, l'improvisation, le travail en atelier, se faire belle, les câlins, les contacts, les discussions et les conversations, les dialogues, draguer, flirter, son bureau, ses outils, les parcs, du soutien, consommer, discuter,
Intimité sans écran, l'école, le cinéma, mes meilleurs amis, les divertissements, ses vêtements, la séparation entre espace domestique et espace de travail, les séances de travail avec le reste de la classe, partager les joies et les peines, sa famille, créer des souvenirs avec ses amis, la nature, la mer, la compréhension, son voisin de table, conduire, prendre une pinte en terrasse, la créativité, l'air frais, l'air pur, les restaurants, les bons petits plats, du repos, parler avec une personne réelle, les vraies pauses, se faire comprendre, les remarques de ses condisciples, la diversité et la richesse des points de vue, les 70 maquettes de la promo, l'ambiance animée de la rue, les bars, les bises, les verres après les cours, danser, les soirées, les fêtes, les rituels et les rythmes quotidiens, se lever et se préparer pour aller à l'école. Des perspectives d'avenir rassurantes, de la vitamine D, se défouler, sortir, les musées, les expositions, la culture, observer l'espace, marcher longtemps dans la ville, l'inattendu, un casque de réalité virtuelle, un ordinateur puissant, un chat Camondo réunissant tout le monde, son compagnon, son copain, monter à cheval, parler en face à face, les voyages, vivre avec les autres, rire, profiter du beau temps, les cours de dessin, la messe, l'atelier de découpe laser de l'ESA, de l'école spéciale d'architecture, sa grand-mère de 92 ans, la cour de l'école, le collectif, le goût d'apprendre, les situations réelles, l'insouciance, le sommeil, sortir de sa grotte, les autres, l'ambiance de la classe, Camondo, venir à Camondo le matin. Tout manque. Alors, je vous prie de m'excuser, ce texte me fait toujours le même effet, qui est un tout petit peu troublant. Parce qu'il nous remet dans la situation dans laquelle on était du 17 mars au 11 mai. Et on a été tellement pressés d'en sortir que je pense qu'on a oublié effectivement le traumatisme que ça a représenté. Pour tout le monde. C'est ce que racontent ces textes qui sont sincères, qui sont parfois naïfs, mais qui sont toujours justes. Voilà, alors c'était une manière de faire état de cette micro-enquête qui n'a rien de scientifique, qui était véritablement une espèce de prise de pouls d'image à un instant T de l'école. Au-delà de ça, je le redis, tout ce qui était de l'ordre de la déclaration de principe et des bonnes intentions. Alors autant il y a eu des adaptations qui ont été faites à la suite de cette enquête, certaines conséquences, par exemple il y a des cours qui sont restés en distance, j'en sais quelque chose, les miens par exemple, pour des raisons assez objectives. Et puis on a au cours de l'année 2020-21, encore en 21, essayé au maximum par exemple d'assurer les cours de projet en présence, les cours de dessin en présence, les cours d'expérimentation en présence, et de dématérialiser les cours magistraux qui se prêtent relativement bien, en tout cas qui peuvent être dispensés à travers l'écran et à distance. À partir de là, c'est vrai qu'on a aussi systématiser l'utilisation de la captation vidéo, par exemple, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la diffusion sur les réseaux, l'utilisation des visioconférences pour les séminaires, pour un certain nombre de cours, et qu'on a, j'allais dire, apprivoisé, dompté ces outils qu'on a dû utiliser de manière impromptue et non anticipée en mars 2020. Pour le reste, tout ce qui était de l'ordre de changer, alors l'école, la société, le monde, on a pu voir que les résultats étaient beaucoup moins enthousiasmants 2 ans après que ce qu'ils auraient pu apparaître au moment du premier déconfinement. Et puis l'actualité nous a rattrapés, c'est-à-dire d'une catastrophe, on est passé à une autre, puis une autre, puis une autre, et puis il y a toutes celles qui nous attendent. Il est évident que ce questionnaire qui s'intitulait « Maintenant et après » démontre avec force qu'il y a eu un avant et un après confinement, dont on a, je pense, tous, mais volontairement, parce qu'il faut bien vivre et passer à autre chose, oublié la teneur et qui reste présente, en tout cas à travers ces témoignages de mai 2020. Voilà, j'en ai terminé.